Dans une vidéo précédente, on avait vu que si A1 et A2 désignent deux événements, on pouvait calculer la probabilité de leur intersection par la formule suivante, c'était P de A1 multiplié par la probabilité sachant A1 de A2. Cette formule introduisait une sorte de temporalité dans les événements A1 et A2, puisque l'idée était de dire que pour avoir A1 et A2, d'abord il fallait avoir A1, ce qui est de proba de A1, et puis ensuite, sachant qu'on avait A1, il fallait aussi avoir A2, d'où la formule. Rigoureusement parlant, on ne peut écrire cette formule que si la probabilité de 1 est strictement positive, puisqu'on considère une probabilité sachant A1, donc d'après la définition, il faut que cette probabilité soit non nulle. Cela dit, on avait aussi dit que cette hypothèse n'était pas si nécessaire que ça, puisque dans le cas où la proba de A1 était égale à 0, on s'était autorisé à écrire cette égalité en disant qu'elle ne signifiait rien d'autre que 0 est égal à 0. Toujours est-il que cette formule vraie pour deux événements, elle se généralise à n événements. Si A1 à n désigne une suite finie d'événements, alors on peut calculer la probabilité de l'intersection des AI en utilisant en fait le même principe de temporalité. Regardez bien le mécanisme. L'idée c'est de dire que pour que tous les AI soient vrais, alors d'abord il faut que A1 soit réalisé, et ça c'est de probabilité P de A1. Et puis ensuite, sachant que A1 est réalisé, il faut aussi que A2 se réalise, et ça c'est de probabilité proba sachant A1 de A2. Ensuite, en imaginant que A1 et A2 sont réalisés, il faut aussi que A3 se réalise. Et ça, c'est de probabilité, la proba sachant A1 et A2 de A3. Le suivant, c'est la probabilité sachant A1, A2 et A3 de A4, etc., 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 jusqu'à probabilité sachant tous les AI jusqu'à AN-1 de AN. C'est cette formule qu'on appelle la formule des probabilités composées. Rigoureusement parlant, cette formule, pour être écrite, elle nécessite une hypothèse, qui est que la probabilité de l'intersection des AI jusqu'à n-1 est strictement positive. Cette hypothèse, déjà, elle permet d'écrire là la dernière probabilité conditionnelle, puisque ici, elle fait intervenir un événement donc de probabilité non nulle, mais elle permet aussi d'écrire les probabilités conditionnelles précédentes, puisque vous voyez que tous ces événements sont des événements qui contiennent l'événement A1 inter jusqu'à AN-1. Donc si l'événement est de probabilité strictement positive, alors à plus forte raison, la proba de tous les événements précédents ici est elle-même strictement positive, et donc on peut écrire ces probas conditionnelles. Cela dit, en fait, cette hypothèse n'est pas vraiment nécessaire. Pourquoi? Imaginons que la probabilité ici de l'intersection des AI jusqu'à n-1 est nulle. Alors, à plus forte raison, la probabilité de l'intersection des AI jusqu'à AN est elle-même nulle, puisque cet événement il est inclus dans l'intersection des AI jusqu'à n-1. Ça signifie que dans la formule des probabilités composées, le terme de gauche, dans ce cas-là, il vaut 0. Or, dans le terme de droite, si on est dans cette situation, forcément, il va y avoir un des facteurs qui va être nul. En effet, si jamais on considère l'entier k qui est le plus petit entier, tel que la probabilité des AI jusqu'à ak est égale à 0, alors donc par définition, la proba de l'intersection des AI jusqu'à ak-1 n'est pas nulle, elle est strictement positive, et donc la proba conditionnellement à l'intersection des AI jusqu'à ak-1 de ak vaut 0. Et ça, donc, ça veut bien dire que l'un des facteurs ici à droite va être nul. Dans ce cas-là, du coup, bien que les facteurs suivants soient pas vraiment définis, on s'autorise quand même à écrire la formule des probabilités composées, et elle signifie juste que 0 est égal à 0. La conclusion de tout ça, c'est que en fait, les mathématiciens en pratique ne sont pas du tout regardants sur l'hypothèse de cette formule des probabilités composées, ils s'autorisent à écrire la formule dans tous les cas sans rien vérifier. Cette formule des probabilités composées correspond à une logique géométrique qu'on pourrait qualifier de zoom successif. Illustrons-la ici dans le cas de trois événements. On s'intéresse ici à la proba de leur intersection. Et ce qu'on fait, c'est qu'à l'intérieur de oméga, on commence par zoomer sur A1, puis à l'intérieur de A1, on zoome sur A1 inter A2, puis à l'intérieur de A1 inter A2, on zoome sur A1 inter A2 inter A3, l'événement qui nous intéresse. À chaque fois, on regarde la proportion correspondante. La proportion de A1 dans oméga, c'est P de A1. Ensuite, à l'intérieur de A1, la proportion qu'occupe A2, c'est précisément la proba sachant A1 de A2. Et enfin, à l'intérieur de A1 inter A2, la proportion qu'occupe A3, c'est la proba sachant A1 et A2 de A3. On voit donc la proba de A1 inter A2 inter A3 comme une proportion de proportion de proportion. Remarquez qu'ici, on a pris les événements dans l'ordre de gauche à droite, A1, puis A2, puis A3, mais la formule est bien évidemment tout aussi vraie en prenant les événements dans un autre ordre. En fait, en pratique, on prend bien sûr l'ordre qui nous arrange.
La démonstration de cette formule, c'est une démonstration typique du principe si ça marche pour 2, alors ça marche pour n. On va raisonner par récurrence finie. Pour tout cas entier compris entre 1 et n, on pose la phrase h de k qui signifie que la proba de l'intersection des AI jusqu'à k est égale au produit donc prévu par la formule. Alors l'initialisation, il n'y a pas de problème. Soit on initialise avec k égale 2, puisqu'on sait déjà que la formule des probas composées est vraie pour deux événements, soit même en fait en y réfléchissant, on peut même initialiser avec k égale 1, parce que dans ce cas-là, la formule elle signifie juste que proba de A1 égale proba de A1. Ok. Bon, maintenant passons donc à l'hérédité. On fixe un entier k compris entre 1 et n-1, on suppose hk. Pour démontrer hk plus 1, on va donc s'intéresser à la proba de cet événement-là, l'intersection des AI jusqu'à ak plus 1. Et là, c'est là que ça se joue. On va écrire cette intersection comme l'intersection de deux ensembles. Premièrement, l'intersection des AI jusqu'à ak, et puis deuxièmement, le dernier, celui qui manque, c'est-à-dire ak plus 1. Pourquoi c'est intelligent de faire ça? Parce qu'on sait que la formule, on peut l'écrire pour deux événements. Et ça va donner la chose suivante, la proba du premier, fois la proba sachant le premier, du deuxième. Ça, on sait que c'est vérifié. Maintenant, sur la première proba à gauche, on peut utiliser l'hypothèse de récurrence et dire que c'est égal à ce produit-là. Et donc ce produit-là, si jamais on lui rajoute le k plus unième facteur, on obtient bien le produit qu'on souhaite qui va de i égale 1 à i égale k plus 1. La phrase h de k plus 1 est bien démontrée et ça conclut la récurrence. Puisque donc cette phrase h de k est vraie pour tout entier k compris entre 1 et n, en particulier elle est vraie pour k égale n et ça conclut la démonstration. Passons maintenant à la pratique. Voici un petit exercice, faites-le. Vous allez voir qu'en fait, c'est une utilisation du théorème précédent. Mais attention à la rédaction, on en avait déjà parlé. Premièrement, poser des événements. Deuxièmement, traduire mathématiquement la question. Troisièmement, utiliser rigoureusement le cours. Mettez pause dans la vidéo, on corrige juste après. Allons-y pour la correction. On va d'abord fixer des notations. On va noter BI, l'événement, la boule tirée dans l'urne UI est blanche. BI est définie pour I valant 1, 2 ou 3. Ce que demande l'exercice, c'est de calculer la probabilité de l'intersection des BI. Pour calculer cette proba, on va utiliser la formule des probabilités composées et puisqu'on l'utilise, on la cite explicitement sur la feuille, puis on l'écrit de manière littérale, au moins la première fois que vous l'utilisez. C'est donc proba de B1 fois proba sachant B1 de B2 fois proba sachant B1 et B2 de B3. Maintenant, chacune de ces trois probabilités, on peut en fait la voir directement par l'énoncé. La proba de B1, c'est 2/5. La proba sachant B1 de B2, en fait, c'est 5/7, puisque si on suppose que B1 s'est réalisé, alors on a rajouté une boule blanche dans l'urne U2, il y a donc 5 boules blanches sur un total de 7. Enfin, la proba sachant B1 et B2 de B3, c'est 7/8, puisque si on suppose que B1 et B2 se sont réalisés, alors en particulier B2 s'est réalisé, ce qui signifie qu'on a mis une boule blanche dans l'urne U3, il y a donc 7 boules blanches sur un total de 8. Après simplification, on trouve que la proba recherchée vaut 1/4 et l'exercice est fini. Vous voyez que c'était vraiment typiquement une situation où la formule des probas composées était parfaitement adaptée, puisqu'elle proposait une temporalité sur les événements B1, B2 et B3 qui correspondait en fait à la temporalité de l'expérience aléatoire elle-même, au sens physique du terme, le mot temporalité, puisqu'on faisait un premier tirage, puis un deuxième tirage, puis un troisième tirage. On va terminer la vidéo avec une question bonus dans le même exercice, qui n'est pas si facile que ça, mais elle est intéressante. Mettez pause dans la vidéo, réfléchissez-y et on corrige juste après. Corrigeons cette question bonus. Il s'agit ici de calculer la probabilité de B3, et en fait en y réfléchissant, on s'aperçoit vite que cette probabilité n'est absolument pas facile à déterminer. Elle concerne une urne dont on ne connaît pas à l'avance le contenu. Le contenu de cette urne en fait dépend du passé. En revanche, ce qu'on sait calculer sans trop de difficulté, c'est la probabilité d'un scénario complet de l'expérience aléatoire. Par exemple, dans la question précédente, on avait calculé la probabilité qu'on tire une blanche, puis une blanche, puis une blanche. Ça n'a pas de problème par la formule des probas composées. Et puis, en fait, c'est pareil pour n'importe quel autre scénario complet. Par exemple, la probabilité qu'on tire une noire, puis une blanche, on peut la calculer sans difficulté avec la formule des probas composées. On comprend alors qu'une manière de calculer la probabilité de B3, c'est de lister les scénarios qui réalisent B3. Pour faire ça, en fait, il y a une méthode brutale mais qui marche très bien, qui est de faire un arbre. Un arbre à 3 étages. Le premier étage, il concerne le tirage dans l'urne 1 avec ces probas-là. Le deuxième étage, il correspond au tirage dans l'urne 2. Vous remarquez que les probabilités écrites en vert ici ne sont pas les mêmes dans le sous-arbre de gauche et dans le sous-arbre de droite, puisque selon que B1 s'est réalisé ou pas, le contenu de l'urne 2 n'est pas le même. Et puis enfin, le troisième étage, il correspond au tirage dans l'urne 3. Même chose, les probabilités écrites en jaune ici dépendent de si l'événement B2 s'est réalisé ou pas à l'étage précédent.
On obtient du coup 8 scénarios, et parmi ces 8 scénarios, il y en a 4 qui réalisent l'événement B3. On va donc pouvoir écrire l'événement B3 comme étant l'union de 4 sous-événements qui correspondent en fait aux tirages qui ont été effectués dans les urnes 1 et 2 avant de tirer la troisième boule blanche. Le premier cas, c'est le cas où on a tiré une blanche puis une blanche. Le deuxième, le cas où on a tiré une blanche puis une noire. Le troisième, on a tiré une noire puis une blanche. Et enfin le quatrième, on a tiré une noire puis une noire. Vous voyez au passage qu'il n'y avait pas vraiment besoin de dessiner tout l'arbre pour écrire ici cette égalité d'ensemble. Toujours est-il que ces 4 événements, étant donné qu'ils sont incompatibles entre eux, alors la probabilité de B3, c'est la somme des probas de chacun d'entre eux. Maintenant, chacune de ces 4 probas peut être calculée, exactement comme on l'a fait dans la question 1, par la formule des probabilités composées, et ça donne la chose suivante. Au niveau de la rédaction, étant donné que vous avez déjà rédigé parfaitement la question numéro 1, en citant la formule des probas composées, en l'écrivant de façon littérale, ça vous donne le droit maintenant d'aller beaucoup plus vite, donc vous pouvez écrire sans justification cette égalité-là. Vous remarquez d'ailleurs que si jamais vous avez dessiné l'arbre avant, eh ben, ça correspond juste à faire le produit des probabilités dans chacune des sous-branches de l'arbre. Maintenant, après calcul et simplification, le résultat de la question, c'est 29/35e.